Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous? Quelles grandes propositions peut-on formuler? Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre? Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Laurent Papy, bonjour. Bonjour Olivier. Laurent, avec vous, nous allons aborder le thème essentiel de l'agriculture. Est-ce qu'on peut commencer par parler des 3 grands objectifs à poursuivre aujourd'hui en matière agricole? Oui, merci Olivier. Alors, plusieurs objectifs en effet. Le premier qui me paraît être le premier qu'on peut citer et qui est peut-être plus inquiétant parce qu'il concerne notre pays en particulier, est l'enjeu de sauvegarder une agriculture française qui soit conquérante. Quand on regarde les chiffres, nos parts de marché du secteur agricole et agroalimentaire en général s'érodent depuis plus de 20 ans, régulièrement chaque année. Et on est en train de devenir des importateurs nets au sein de l'Union européenne. Donc la France n'est plus le poids lourd exportateur que l'on connaît. Même si on reste excédentaire au niveau du reste du monde, on observe cette tendance à une perte de compétitivité des exploitations françaises et du secteur agroalimentaire, même sur des secteurs qui sont des filières qui sont pourtant réputées comme le vin. Ça, c'est le premier grand enjeu. Et ensuite, sur des enjeux qui sont peut-être un peu plus de long terme, il y a des enjeux environnementaux. On le sait, en France, on est très sensible à ces questions sanitaires, autour de la biodiversité, et puis bien sûr autour du climat. L'agriculture, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un effort à faire par le secteur agricole qui est extrêmement important. Et puis, dernier enjeu, le troisième, après, comme je vous l'ai dit, la question de l'agriculture française conquérante, le fait de protéger la planète, il y a l'enjeu de la sécurité alimentaire. Et là, on est rattrapé par l'actualité. Ce qu'on observe depuis la crise en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine et le Covid, c'est une désorganisation des circuits de distribution et d'alimentation, notamment vis-à-vis des pays pauvres. On est extrêmement inquiet de notre capacité à nourrir l'humanité. Depuis 2015, on observe une tendance de régression et la faim, la malnutrition, la sous-nutrition qui réaugmente. Ça a été accentué par le Covid et là les perspectives sont extrêmement préoccupantes du fait de l'invasion en Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine. Et il y a, pour recouper peut-être avec le premier sujet, une urgence à restaurer peut-être une forme d'agriculture plus productive pour pouvoir répondre à ces enjeux alimentaires de court terme. Ce sont des enjeux absolument vertigineux. Quelles sont, en ce début de quinquennat, les 3 grandes réformes que pourrait entreprendre le gouvernement? Alors, je pense que ces réformes, elles sont peut-être à réfléchir et à imaginer au miroir d'un certain nombre d'idées que l'on a aujourd'hui en France, qui sont largement partagées et qui mériteraient peut-être d'être rediscutées au regard de ce qu'on voit sur l'actualité. La première chose, c'est cette idée que on aurait des modèles agricoles absolument parfaits vers lesquels il faut tendre. J'entends par exemple la question de l'agriculture biologique qui est largement promue, soutenue par des politiques publiques depuis un certain nombre d'années et qui aujourd'hui, on observe qu'elles sont peut-être une des raisons des problèmes qu'on observe, des problèmes notamment de production alimentaire. Sur certaines productions vitales comme le blé, l'agriculture bio produit des rendements qui sont moitié moindres. On ne parle pas de 10-20% en moins, on parle de moitié moindre. Donc c'est des potentiels de production qu'on a soutenus artificiellement. On a soutenu des conversions vers ce modèle agricole-là. Et donc je pense je ne veux pas prôner un seul modèle. Je pense qu'il ne faut pas qu'on dise le modèle agricole doit être ça. Je pense qu'il y a plusieurs modèles qui ont la place d'émerger et je pense que sur certaines matières premières, on a intérêt à faire attention à laisser émerger un certain nombre de modèles plus productifs, des exploitations potentiellement plus grandes et sortir de cette idée qu'il faudrait faire plus d'emplois agricoles. Non, on a besoin d'une agriculture qui produise et qui nourrisse l'humanité. Et donc là, en France, je pense que les réformes qui peuvent être engagées, c'est interroger les politiques publiques en faveur de cette agriculture biologique, interroger les politiques de planification agricole qui limitent la taille des exploitations. Il y a des organismes publics, parapublics, c'est assez technique, mais qui limitent le développement de nouveaux modèles agricoles, qui ne doivent pas forcément être hégémoniques, mais qui ont la place et qui devraient émerger si on veut être justement compétitif par rapport au reste du monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième gros élément, je pense, est relatif à l'innovation. On est en train de perdre la course à l'innovation sur les questions agricoles, en particulier sur l'innovation génétique.
l'Europe, et la France en particulier, qui est pourtant un des premiers secteurs semenciers mondiaux, est en train de perdre son rang d'innovateur au profit de la Chine et des États-Unis en particulier. Et ça s'explique en grande partie par un choix qui est fait et répété depuis une trentaine d'années, qui est un choix qui est en inadéquation avec des considérations scientifiques sur le rejet des biotechnologies, de certaines catégories de biotechnologies. Et j'entends en particulier la question des OGM. On est en train de se rendre compte qu'on a fait une énorme erreur en interdisant, en faisant des moratoires en France en particulier et en Europe en général sur le développement de ces biotechnologies-là qui font leurs preuves à l'étranger. Quand on regarde les études, il n'y a pas d'impact négatif intrinsèque sur le plan sanitaire ou environnemental, mais on observe que notamment dans certains pays pauvres, on réussit à diminuer drastiquement la consommation de certains pesticides, d'augmenter les revenus des agriculteurs grâce à ces technologies-là que l'on s'interdit en Europe. Et donc ce que je qualifierais d'hypocrisie au sein de mouvements environnementalistes qui continuent à interdire ce genre de technologie-là, pour moi, doit cesser. Il y a un certain nombre de règles et de lois en France qu'il conviendrait d'abroger pour laisser et libérer un espace d'innovation sur ces technologies-là. Il y a des nouvelles techniques qui apparaissent d'ailleurs, qui sont un peu distinctes des OGM traditionnels. Il y a en particulier l'édition génomique, qui est une technologie on peut citer CRISPR, qui a notamment honoré une chercheuse française d'un prix Nobel. Ce sont des technologies qui ouvrent des perspectives formidables. En particulier, on a cité un des enjeux qui est le climat. On invente déjà des variétés par des entreprises françaises qui sont allées se délocaliser aux Amériques parce qu'elles ne pouvaient plus faire leurs études en France, des variétés qui sont de blé, on en parle encore du blé, qui sont plus tolérantes à la sécheresse. Donc adaptation au changement climatique. On a des équipes de recherche qui aujourd'hui sont en train d'essayer d'inventer des variétés de céréales qui seraient capables de capter elles-mêmes l'azote de l'air et donc de diminuer la consommation d'engrais, qui est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Et on s'interdit ces solutions-là. Je pense que là-dessus, il y a des discussions au niveau européen qui ont été lancées, en particulier sur l'édition génomique. Et la France, si elle veut aussi favoriser son secteur semencier, a intérêt à promouvoir une politique européenne très favorable à ces innovations. Votre troisième point, je crois, c'est sur la captation carbone, c'est ça ? Oui. On a des études qui sont très détaillées, notamment de l'Institut national de recherche agronomique, qui lance une initiative qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000, qui permettrait de stocker du carbone. On sait que des grandes cultures, en particulier le blé, le maïs, ont la capacité de stocker du carbone. Et en adaptant des pratiques, en adoptant certaines pratiques telles que le sans-labour. Et ces pratiques, ce changement de paradigme, il implique des changements qui sont assez coûteux pour les agriculteurs. Et on pourrait imaginer, et certaines entreprises, certaines initiatives existent déjà et qu'on pourrait favoriser, pour mettre en place des crédits carbone qui permettraient à des entreprises ou à des acteurs privés qui veulent diminuer leur impact carbone de financer des transitions vers de l'agriculture de conservation des sols, vers de l'agriculture qui fait du stockage carbone auprès des exploitants. Et donc là, c'est l'idée de faire émerger un marché du carbone. Le dernier point, évidemment, c'est celui de la méthode. Très souvent, on a des solutions, on est d'accord sur le diagnostic. Maintenant, comment y parvenir ? Alors, sur les enjeux de compétitivité, je pense qu'il faut qu'on puisse laisser une concurrence plus loyale entre les différents modèles agricoles émergés, ne pas interdire, ne pas se mettre des œillères sur certains modèles agricoles. Là-dessus, j'entends potentiellement expérimenter dans un certain nombre de départements un assouplissement des règles de planification du foncier agricole. Il y a des organismes parapublics qui aujourd'hui ont un pouvoir considérable sur la manière de distribuer les terres, sur ce qu'un agriculteur a le droit d'exploiter ou non. Je pense que ces schémas de planification, ils sont obsolètes et il faut qu'on laisse les agriculteurs être de véritables entrepreneurs sur leurs exploitations. Ça, c'est des choses que l'on pourrait expérimenter. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on en parle. Au précédent quinquennat du président actuel, on imaginait déjà d'expérimenter ça n'a pas été fait, faisons-le.
C'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement intéressant. Le deuxième, c'est de ne plus flécher des subventions spécifiques à des modèles agricoles, laisser une concurrence plus loyale émerger. On observe aujourd'hui que typiquement le bio est en train d'atteindre un palier. Est-ce qu'il est temporaire ou pas? La question se pose. En tout cas, des prix sur le marché qui sont équivalents au traditionnel. Au conventionnel. Oui. Alors que c'est une agriculture qu'on subventionne beaucoup plus quand on compare les deux formes d'agriculture. Si on restaure une certaine liberté d'entreprendre, on pourra envisager d'éliminer progressivement les subventions, quel que soit le modèle agricole, et laisser une concurrence beaucoup plus loyale émerger. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Le deuxième point, pour rentrer un peu plus sur les aspects juridiques, en particulier sur l'édition génomique, c'est abroger la loi de 2015 qui crée un régime d'exception vis-à-vis en France par rapport à la réglementation européenne sur les OGM. La France a la capacité d'interdire unilatéralement une certaine mise en marché d'amélioration génétique. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut éliminer cette exception-là et puis réviser la directive 2001 sur la transgénèse, et avec une philosophie, on évalue les produits, les nouvelles variétés agricoles sur la base de leur qualité intrinsèque, sanitaire, environnementale, et plus sur la manière dont on les a obtenus, la technique d'obtention. Ça, c'est des réglementations qui sont adoptées par toutes les grandes nations agricoles, et je pense qu'il faut qu'on adopte cette philosophie-là, et là-dessus, la France a une voix à porter au niveau européen pour le faire. Et puis enfin, je pense que la notion du marché du carbone dont on a parlé, elle pourrait être encore plus favorisée et promue avec des marchés beaucoup plus volontaires d'échange de crédits carbone pour soutenir des exploitations plus vertueuses en matière de stockage du carbone. Merci Laurent Papilly. Merci Olivier. Merci.